Voici la carte militaire du 16 juin 2026 et comme d'habitude on va parler des frappes générales. Alors bien entendu les Ukrainiens envoient toujours des drones en Russie, parfois par des pays alliés comme la Pologne, la Lituanie, etc. Ils frappent toujours des dépôts de pétrole, des raffineries de pétrole, mais ils en envoient beaucoup moins qu'avant. Et là, cette semaine, il y a eu très peu de dégâts. Alors, on va quand même parler des frappes ukrainiennes. Hein. Donc là, les plus importantes ont été sur Krasnodar et Temryuk concernant les dépôts de pétrole ou les raffineries de pétrole. Donc ça a fait assez peu de dégâts. Par contre, là où ils ont fait le plus de frappes et les plus importantes, mais aussi les plus médiatisées, eh bien on va commencer ici, donc là sur l'extrémité de cette péninsule dans l'oblast de Mykolaïev. Ils ont fait de gros envois de drones ici. Et donc ça a fait pas mal de dégâts. Côté logistique russe, les Russes ont dû reculer, mais au moment où je vous parle, apparemment, les Russes seraient juste là, or mi-chemin un peu dans l'oblast de Mykolaïev et dans l'oblast de Kherson ici. Donc bon, ce qu'on nous a dit dans les médias, que les Russes avaient carrément quitté ce bout de péninsule et n'y reviendront pas parce que les Ukrainiens viendraient par ce bout de péninsule. Bon bah tout ça s'est révélé faux en réalité. Ils ont fait des attaques de drones. Il est vrai pendant près d'une semaine sur les routes logistiques ici, mais ça s'est arrêté. Voilà, bon, ils n'ont pas des drones à l'infini non plus. Et donc les Russes sont revenus. Donc c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, j'ai envie de vous dire. En tous les cas, faire cette opération a coûté des dizaines et des dizaines de drones ukrainiens. Il n'y a pas d'intervention ukrainienne amphibie, je tiens à le dire, contrairement à ce que vous pouvez entendre par-ci, par-là. Donc ça, c'était important à souligner. Les Ukrainiens ont aussi fait des attaques sur les ponts ici ou sur les routes qui permet d'alimenter la Crimée pour la logistique hein, en tout genre militaire ou civil d'ailleurs. Donc ils ont visé ici donc des ponts, principalement ici, ici et ici. Et là la route ici principalement, un pont ici, donc toujours pour l'alimentation de la Crimée via la Russie. Voilà, et ils ont visé la ville de Sévastopol, donc une architecture particulière qui s'appelle Panorama, si je me souviens bien. En tous les cas, voilà, donc ils frappent tout ce qu'ils peuvent. Alors la Crimée, c'est bien pratique pour eux, puisque c'est à côté de l'Ukraine. On peut faire des envois de drones assez facilement. Bon, cela dit, les dégâts ont été quand même relativement minimes. Et je le rappelle, la Crimée, c'est l'endroit le plus touché quant aux pénuries d'essence ou de diesel. Hein. La Crimée a quand même une petite pénurie. Et je dis bien une petite pénurie et non pas une grande pénurie. Hein, parce que les dégâts sur les ponts et les routes de la Crimée pour soi-disant bloquer la logistique de la Crimée ont été en réalité sont très petits et en plus très très vite réparés. Je rappelle que pour détruire une route ou un pont, surtout un pont solide, ça demande énormément d'explosifs. Hein, c'est pas avec quelques drones qu'on peut détruire un pont. Et surtout que c'est facilement réparable puisque les ponts qui ont été faits justement pour alimenter la Crimée bon, bah, sont des ponts modulaires. Hein. Quand un module est frappé, on peut le remplacer. Hein, c'est, encore une fois, ce sont des ponts en kit qui ont été prévus justement en cas de frappe. Donc ils sont très facilement remplaçables ou réparables. Alors par contre, les Russes, eux, ont fait de gros dégâts. Et ils ont fait de gros dégâts, en particulier à Kiev, hein, énormément de drones et de missiles envoyés sur Kiev. Ils ont beaucoup visé Odessa. Odessa, ça fait des semaines
qu'Odessa est énormément visée, surtout les 3 ports logistiques, hein, des ports extrêmement importants pour l'Ukraine afin de faire l'export surtout d'agriculture, puisque c'est via des denrées alimentaires, via son agriculture, que l'Ukraine a de l'argent. Hein, c'est à majorité, c'est son agriculture qui rapporte là de l'argent à l'Ukraine. Et là, la Russie est en train de frapper les ports, donc directement le porte-monnaie de l'Ukraine. Ça fait très mal. Ils ont aussi visé un pont à Zatoka, ici, donc toujours pour gêner l'Ukraine, bien évidemment. Donc tout ça, au bout d'un moment, va faire très mal pour l'Ukraine. Kiev, qui est perpétuellement frappé principalement des cibles militaires et un peu moins des cibles énergétiques qu'habituellement, mais bien sûr, des drones et des missiles sont envoyés sur toute l'Ukraine pour des frappes principalement d'infrastructures énergétiques. Alors maintenant, parlons du front. Sur Kherson, il ne s'est rien passé comme d'habitude. Par contre, vous allez voir que sur le reste du front, on sent que ça y est, l'effondrement de l'armée ukrainienne a démarré, puisque les Russes ont avancé comme jamais, énormément en une semaine. Là, vous voyez, vous vous souvenez, je vous parlais de ce petit bout de terrain, entre guillemets, hein, de 18 km² qui avait été repris par les Ukrainiens parce que les Russes étaient partis, hein, pour aider surtout Donetsk. Je vous rappelle qu'il y a 3 semaines, Vladimir Poutine a donné un ordre à Valéry Gerasimov comme quoi l'oblast de Donetsk devait être pris en priorité de manière urgente. Donc voilà, mais bon, là ça y est, les Russes, maintenant sont bien, entre guillemets, et comme vous pouvez le voir, ça ce sont les lignes de la semaine dernière, et comme vous pouvez voir, les Russes ont fait une très grosse avancée. Donc là, on a Primastier qui est en train d'être complètement reprise par les Russes. Et donc là, les Russes ont énormément avancé. Donc ils ont repris plus de terrain qu'ils n'en avaient auparavant, hein, avec cette ville-ci qui est en train d'être prise, qui est en train d'être nettoyée au moment où je vous parle. Donc grosse avancée russe ici. Sur Orirov, les Russes ont fait une avancée sur Orirov qui est en train de tomber. Vous voyez que l'avancée n'est pas petite. Ça, c'est les lignes de la semaine dernière. Donc les Russes avancent. Là, sur Dnipropetrovsk, ici, hein, pour mieux vous situer, hein, vous voyez, là, c'est l'oblast de Dnipropetrovsk. Et en vert, entouré de vert, c'est l'oblast de Zaporojia. Donc là, vous voyez sur Dnipropetrovsk que les Russes ont avancé. Ils ont pris cette ville-ci. Ils sont en train d'avancer à l'est de Tirnier, ici. Donc évidemment qu'ils prendront cette ville-ci, bien entendu. En gros, ils avanceront jusqu'à la Grande Route, hein. Bien entendu, le but des Russes, c'est d'avancer jusqu'à la Grande Route et de contrôler ce nœud logistique qui est très important pour l'Ukraine. Je vous rappelle que ici, pendant des mois, il y a une grosse résistance ukrainienne avec 3 axes d'assaut ici, 3 axes d'assaut très importants où les Ukrainiens ont pu rentrer jusque-là à peu près, mais c'était des assauts de communication, uniquement de communication. Bien évidemment, au niveau logistique, il n'y avait strictement rien, et les assauts s'étiraient tellement loin que les forces ukrainiennes étaient extrêmement faibles en réalité. Donc les Russes ont très vite repris évidemment le terrain, mais comme je vous l'ai dit, c'est même pas reprendre, c'est de la guerre d'attrition pure, comme je ne cesse de vous le répéter chaque semaine pendant des mois et des mois. Ils n'ont fait que ça, c'est-à-dire attirer les Ukrainiens, laisser penser aux Ukrainiens que c'était facile, donc les Ukrainiens s'enfoncent, et après ils sont en plein territoire russe, et ils se font massacrer par l'artillerie et les drones principalement. Là, ce fut le cas pour Zaporojie, le coup classique. Et j'avais vu juste, parce que c'est ça que je vous avais dit aussi, pour Zaporojie, ce petit bout de territoire. Voilà, et pour Dnipropetrovsk, je vous l'ai dit depuis des mois. Voilà. Alors, toujours dans Dnipropetrovsk, là, les Russes sont avancés encore plus sur
Novoralivka, donc là, cette ville-ci qui est importante, hein, est en train d'être complètement prise par les Russes. Ça avance. Toujours sur Pakrovsk, j'ai rien vu. Là, ici, ils ont pris Griout, donc cette petite ville, donc ils ont avancé. Après, ils iront sur Tolskiy, bien évidemment. Là, ils ont fait un doublé, donc ils ont pris Dovna Balka et Resknier, ici. Donc, bon, bah, ça avance, ça avance. Et là, c'est une avancée urbaine hein, importante hein, quand même. Hein. Vous notez que c'est juste à côté de Konstantinivka. Et bien évidemment, alors Konstantinivka, il y a eu une énorme avancée. Ben voilà, Konstantinivka, allez, peut-on dire qu'elle est prise? Non, pas officiellement. Hein, on veut dire officieusement oui, parce que bon, il ne reste quasiment plus rien des forces ukrainiennes. Alors, faut savoir que les forces ukrainiennes ne se battent vraiment plus à Konstantinivka. Ça y est, les forces ukrainiennes sont en fuite. Voilà. Par contre, là, il y a une des forces ukrainiennes qui sont restées, prises au piège, et là, ça bataille encore pas mal au centre de Konstantinivka, ici. Donc là, les Russes sont en train de nettoyer cette petite poche. Hein. C'est à peine quelques centaines d'hommes, peut-être moins d'une centaine maintenant où je vous parle. Donc les Russes, là, c'est les lignes de la semaine dernière, ont énormément avancé sur Konstantinivka. Et pourquoi ils ont avancé si rapidement sur Konstantinivka? Là, par contre, c'est officiel. L'armée ukrainienne est en déroute, c'est-à-dire qu'elle est en train de fuir. Et malheureusement, pas en ordre rangé, mais c'est une fuite en panique. Et les fuites en panique, ben, c'est très mauvais, parce qu'une fuite en panique, ben, c'est une fuite où, en général, les fuyards se font assez facilement massacrer. Nous verrons bien, il faut espérer que beaucoup s'en tirent, évidemment. Donc là, les Russes ont un petit peu avancé, mais je ne l'ai pas noté parce que c'est pas assez. Apparemment, il y a une pince qui est en train de se dessiner ici. Stinky sera complètement prise. Alors les Russes, eux, ont fini de nettoyer ici, d'après ce que j'ai compris. Et ils ont là consolidé cette ligne de front. Alors, cette ligne de front, je l'avais mise, on va dire, elle n'était pas exacte, elle était plus en arrière, mais je l'avais mise parce que je savais que ici, ça allait être une formalité. Et ce fut une formalité, il restait vraiment très très peu d'Ukrainiens là, donc je ne bouge pas la ligne de front là, sachant que les Russes ont avancé un petit peu dans cette ville-ci, un petit peu dans cette ville-là, ce qui me laisse à penser qu'il y aura une pince. C'est pour ça que je viens de mettre ces flèches d'avancée stratégique. Et pour moi, mais ça ne reste que mon avis, j'avais mis deux grosses flèches d'avancée stratégique pour atteindre la grande route ici, afin de bloquer toute la logistique sur Konstantinivka, qui était un gros nœud logistique. Konstantinivka était un gros nœud logistique tout simplement parce qu'il y avait un gros nœud ferroviaire aussi, pas que routier, un gros nœud ferroviaire aussi à Konstantinivka. Donc cet énorme nœud logistique va disparaître tout simplement très très bientôt. Alors, quand je dis disparaître, c'est en se débarrassant aussi des forces armées ukrainiennes que les Russes sont en train de nettoyer ici. Donc bon, peut-être que ça prendra encore une semaine avant que Konstantinivka soit complètement nettoyée et que les Russes aient fait des prisonniers, etc. Mais en tous les cas, Konstantinivka, on peut dire qu'elle est tombée, puisque, je le répète officiellement, il n'y a plus vraiment de combat. On parle sur la ligne de front, je ne vous parle pas de ce noyau de résistance, hein, mais sur la ligne de front, il n'y a plus vraiment de combat, puisque les Ukrainiens fuient. Voilà, donc bon, ça va, Kramatorsk et Slaviansk vont être les prochaines cibles, bien évidemment. Alors, outre Konstantinivka, l'endroit le plus important stratégiquement, c'est Rai-Oleksandrivka pour Donetsk. Voilà, donc c'était quand même à rappeler. Hein, après Konstantinivka, le second verrou stratégique, c'est Rai-Oleksandrivka. Voilà, quand Rai-Oleksandrivka sera tombé, après Konstantinivka, eh bien c'est fini. Voilà, Kramatorsk et Slaviansk, pour ne parler que de cette zone, forcément seront assiégés très très bientôt.
Alors ça avance toujours énormément. Regardez l'avancée russe qu'il y a eu sur la région de Liman. Vous voyez qu'il y a eu une grosse avancée russe. D'après Valéry Gerasimov, 85% de Liman a été prise. Hein, bon, et en plus, ça c'était il y a un moment. Hein, donc comme il y a un brouillard de guerre ici, j'ai pas avancé les lignes de front parce que je ne sais pas où je vais. J'ai laissé la ligne de front, mais vu que c'était il y a au moins 2 semaines que Valéry Gerasimov avait annoncé cela, on peut dire sans trop se mouiller que 90% de Liman est sous contrôle russe maintenant. Mais on va attendre d'y voir plus clair. Donc grosse avancée là sur Liman. Donc tout ça, hein, n'oublions pas que Donetsk est très important pour Vladimir Poutine, qu'il a fait cet ordre à Valéry Gerasimov il y a déjà 3 semaines, et ben vous voyez que Valéry Gerasimov exécute les ordres. Là, ça avance comme jamais, quoi, depuis très longtemps sur Donetsk. Grosse avancée, et dans des endroits très stratégiques, et dans des endroits urbains. Hein, regardez ces villes-ci qui viennent d'être prises autour de Konstantinivka, et Konstantinivka elle-même. Donc c'est sérieux, vraiment sérieux. Voilà. Alors là, j'ai enfin bougé la ligne de fond. Apparemment, le chaudron n'existe plus. Il n'y a plus qu'une poche de résistance ukrainienne à l'image de Konstantinivka. Sauf que la poche de soldats ukrainiens ici est plus grande qu'à Konstantinivka. Et apparemment, les Russes, ça y est, ont complètement avancé. Là maintenant, ils cherchent pâté de maison par pâté de maison, appartement par appartement, maison par maison, bah, pour faire du nettoyage. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on ne peut plus parler d'une ligne de front. La ligne de front, maintenant, elle est accolée à la rivière Oskol. Pour Kupiansk, à ma connaissance, rien n'a changé. Là, les Russes sont avancés ici, dans l'oblast de Kharkov. Donc, Orkhmivivka a été complètement prise. Voilà, donc ça c'est fait côté russe. Donc là, vous voyez qu'on est dans le fameux front Lipsi-Vovchansk. Hein. On est sur ce fameux front qui n'avançait pas pour les Russes depuis des mois. Donc là, ça s'est débloqué sur l'extrême nord de Kharkov. Là, sur Soumy, il s'est passé des choses dans l'extrême nord de Soumy. Là, les Russes ont fait de grosses avancées, mais ils n'ont pas pris ces deux villes-là. Donc, Ulyanové et Vastushina. Ici, là, non, ils n'ont pas pris encore la ville, mais bientôt. Ouais, c'est les lignes de la semaine dernière. Vous voyez qu'ils avancent, même sur Soumy. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, les épingles rouges sont les avancées russes. Vous voyez, si on regarde les épingles rouges, ici, vous voyez que les Russes avancent sur tout le front, à l'exception, bien évidemment, de Kherson, comme d'habitude. Kherson n'est pas du tout la priorité pour la Russie. Hein, donc, depuis que Lugansk est complètement dans les mains de la Russie, bah, ce qui compte pour la Russie, je vous l'ai dit, en toute priorité, c'est Donetsk. Après, c'est Zaporojhia, bien sûr. Et à la fin, Kherson. Donc, vous voyez que là, contrairement à ce que vous pouvez entendre dans les médias, les Russes avancent énormément. Et là, on peut dire très officiellement que bon, bah, l'armée ukrainienne bah, s'effondre très rapidement. Et le signe bah, le plus évident, c'est Konstantinivka qui résistait énormément. Là, on parle d'une armée ukrainienne à Konstantinivka qui était pourtant farouche hein, et qui se battait beaucoup, qui est en fuite. On parle d'une armée qui est en fuite, dans cette zone-là tout du moins. Ce qui est un signe indéniable d'effondrement de l'armée ukrainienne. Et comme je prenais l'image bah, pendant plus d'1 an et demi de cet élastique qu'on tire, bah, les Ukrainiens au bout d'un moment vont faire craquer l'élastique. Kidnapper des gens dans les rues, faire appel à des milliers de mercenaires étrangers bah, pour remplacer les soldats morts, ça va un temps, mais au bout d'un moment, bah, ça doit lâcher. Hein, l'aide de l'Union européenne qui est absolument gigantesque, en faux soldats, en argent, en logistique, en drones. Je rappelle qu'il y a quasiment plus de drones qui est fabriqué en Ukraine.
les Ukrainiens avaient fait cette stratégie d'expatrier leur usine de fabrication de drones à l'étranger. Donc les drones sont fabriqués principalement par les Allemands et les Anglais à l'extérieur de l'Ukraine. Il y a toujours des usines plutôt dans la région de Lvov de fabrication de drones artisanaux faits par les Ukrainiens, mais beaucoup moins qu'avant. Avant, les usines étaient vers le front Est, les usines de drones ukrainiens. Maintenant, sont en Allemagne, en Angleterre. Et en volume, c'est l'Allemagne surtout qui fabrique des drones pour l'Ukraine. Voilà. Et l'Angleterre fabrique plutôt des gros drones pour l'Ukraine. Alors quand je dis fabrique, c'est en kit, c'est envoyé sur place, et sur place, les Ukrainiens les montent. Voilà, ils les assemblent. Plus exactement. Il n'y a que pour les tout petits drones fabriqués en Allemagne qui, eux, sont envoyés tout fait comme ça via camion. Mais en tous les cas, toute cette stratégie ne peut pas durer, bien évidemment. Donc l'Ukraine s'effondre. Et là, on le voit particulièrement cette semaine. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur la carte militaire de l'Ukraine du 16 juin 2026. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.